Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Politique. Merci à vous. Le rendez-vous d'actualité du dimanche midi en partenariat avec la Tribune Dimanche. À mes côtés justement pour vous interroger Bruno Jeudi et Amandine Atalaya. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et apparaît à l'antenne pendant que je vous parle un QR code ici à ma droite, enfin à ma gauche mais à la droite de l'écran plus exactement, qui vous permet, amis téléspectateurs, d'adresser vos questions à Marion Maréchal. Vous scannez le QR code et normalement tout arrive sur ce téléphone. Les questions sont relayées à l'antenne. Marion Maréchal, les frappes israéliennes se poursuivent au Liban avec plus de 700 morts depuis lundi, parmi lesquels l'état-major du Hezbollah, le chef du Hezbollah, du groupe terroriste par ailleurs. L'offensive se traduit aussi par un certain nombre de victimes civiles. On est déjà à plus d'1 million de déplacés également, d'après les chiffres de l'ONU, dont un quart vers la Syrie. C'est le titre de la Tribune Dimanche, le vertige de la guerre totale. Marion Maréchal, est-il encore possible d'éviter la guerre totale dans la région ? Je le souhaite, je l'espère et je le crois. Bon, pour nos amis libanais, ce serait évidemment un drame absolu que le Hezbollah entraîne finalement le pays malgré lui dans cette guerre, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Rappelons quand même les faits, le Hezbollah est un soutien actif, militant du Hamas. Ce que vous dites, à Gaza, c'est la faute du Hezbollah. Le Hezbollah, évidemment, entraîne le pays malgré lui dans cette guerre, puisqu'il a fait le choix de frapper, ou de tenter en tout cas de frapper les populations israéliennes, y compris civiles, disons-le. Pourquoi Israël intervient aujourd'hui au Liban? Pour neutraliser le Hezbollah, qui est une menace pour sa population civile et qui est une fois plus un soutien actif du Hamas. On sait que le Hezbollah prend en otage la souveraineté du pays et du Liban depuis maintenant des années, que c'est un des pions utilisés par l'Iran qui utilise cette ingérence au cœur du Liban pour pouvoir frapper Israël et affaiblir Israël. Et donc c'est vrai qu'il y a une forme, on va dire, malgré tout, de légitimité dans la réaction d'Israël à vouloir protéger ses populations civiles en neutralisant bien sûr les têtes de pont, ce qui a été fait d'ailleurs du Hezbollah. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est qu'Israël, à un moment donné, n'aille pas jusqu'à la guerre totale. Je ne crois pas d'ailleurs du tout que ce soit leur intention que d'ouvrir un deuxième front. Sache mettre fin aux hostilités guerrières et accompagner une transition, parce que j'ai discuté avec un certain nombre d'amis libanais sur place, notamment Sami Gemayel, qui est aujourd'hui l'un des chefs politiques chrétiens là-bas, et qui explique que le pays est évidemment très partagé, parce qu'ils ont peur de la guerre totale, ils déplorent et regrettent bien évidemment, ils sont très mécontents des morts civiles, et en même temps ils voient bien que l'affaiblissement du Hezbollah est un potentiel nouvel espoir. Et je finis juste par là, je crois qu'aujourd'hui l'une des responsabilités de la France et de la communauté internationale, c'est que maintenant que la tête du Hezbollah a été neutralisée, d'accompagner cette transition, c'est-à-dire concrètement la démilitarisation du Hezbollah, le retour de la souveraineté du Liban, y compris jusque dans sa propre défense, et puis une transition évidemment électorale pour permettre de stabiliser le pays et de sortir de cette prise en otage iranienne du Liban. Le Liban qui n'a toujours pas de président parce que de fait les tiraillements politiques. En attendant, vous évoquez la France. Qu'est-ce qu'elle doit faire sur ses ressortissants? Est-ce qu'il faut les rapatrier? On entendait le porte-parole du Quai les appeler à quitter le Liban. Est-ce qu'il faut mettre en place une solution de rapatriement? A priori, ils ont tous les éléments qui indiquent qu'en effet, il y a une menace sur l'intégrité de ces personnes. Et donc, par souci de précaution, il m'apparaît normal qu'ils les rapatrient. Je pense que c'est une bonne précaution. Les soldats, 700 militaires déployés à la frontière dans le cadre d'une force de l'ONU, il faut les laisser sur place. Je trouve qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de menacer la vie potentiellement de nos soldats, si tant est que ce soit le cas, et ce qui a été identifié par le gouvernement. La France n'a pas aujourd'hui intérêt à rentrer en guerre. En revanche, la France a intérêt à, j'ai envie de dire, accompagner, alimenter, provoquer cette phase transitoire dont on parlait, qui est indispensable, puisque ce serait une fois de plus un drame que nous basculions dans une guerre régionale totale. Pour bien comprendre, on rapatrie les Français et les soldats. C'est ce que vous nous dites? Oui, moi je vois rien à redire aujourd'hui à la décision qui a été prise par le gouvernement. Elle m'apparaît légitime. Quand il y a un risque d'embrasement et que les populations civiles sont menacées, Non, bien sûr, mais que les populations civiles sont menacées, qu'il y a des frappes aujourd'hui qui peuvent menacer l'intégrité de notre personnel public ou de nos militaires, ça me paraît pas, aberrant de pouvoir les rapatrier. Je voudrais revenir, Madame Maréchal, ce que vous disiez à l'instant. Vous n'imaginiez pas une guerre totale dans la région. Pourtant, on voit bien que plusieurs fronts sont désormais ouverts. Gaza, maintenant le Liban Sud et Beyrouth directement, tout le Liban, avec le risque que ça comporte derrière d'embrasement avec l'Iran. Qui peut empêcher cette guerre? La France? L'Europe? En tout cas, ce que je note, c'est que le Liban ne souhaite pas cette guerre. Les autorités libanaises ne veulent pas la guerre totale, ne veulent pas entrer en guerre. Une fois de plus, on est face à une organisation terroriste qui est celle du Hezbollah, d'ailleurs mi-terroriste, mi-politique. On est dans le même cas de figure à certains égards que le Hamas, et qui aujourd'hui prend en otage le pays et entraîne et provoque
pas volontairement, une fuite en avant. Donc je ne souhaite pas qu'en effet il y ait une aggravation et j'espère que Israël, une fois ses cibles atteintes et ses buts de guerre atteints, c'est-à-dire la protection de ses populations civiles par la neutralisation des têtes de pont, accompagne cette phase transitoire et n'aille pas, bien évidemment, jusqu'à une intrusion sur le sol libanais. Maintenant, je vais vous dire, entre la réalité, ce que je souhaiterais et ce qui est possible, il y a malheureusement un monde, parce que la réalité, c'est que Emmanuel Macron, depuis maintenant quelques années, a très gravement affaibli la voix de la France sur la scène internationale par des prises de position parfois rapides ou étranges ou complètement à côté des réalités. On se souvient. La France ne compte plus sur place, un peu comme Jean-Luc Mélenchon finalement. Ce que je note, c'est qu'il y a eu plusieurs prises de position très importantes du gouvernement et du président français, à l'égard d'ailleurs du Liban depuis 2020, et qui n'ont jamais été suivies des faits. C'est ça la réalité. La France est très affaiblie, la voix de la France est très affaiblie sur la scène internationale. On l'a vu sur le cas des sous-marins en Australie, on l'a vu en Afrique, on le note aujourd'hui au Liban, on l'a vu suite à la déclaration intempestive du président de la République après les attentats du 7 octobre, lorsqu'il parlait, souvenez-vous, de refaire une coalition anti-Hamas, donc il appelait quasiment à une entrée en guerre sur le modèle syrien de la France. Voilà, tout ça a largement contribué à décrédibiliser la voix de la France. Et je vous le dis, tant que nous n'aurons pas d'ailleurs stabilisé la situation politique à l'intérieur même du pays et que nous serons dans cette situation d'un gouvernement transitoire, provisoire, sans légitimité politique, n'espérons pas rayonner à l'international. Et on ne peut rayonner, on ne peut peser à l'international que quand on est solide sur ses appuis à l'intérieur de nos frontières. Sur ce que la France doit faire ou peut faire, est-ce que nous devons arrêter d'exporter des équipements militaires vers Israël ? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les ennemis que combat Israël pour la défense de l'intégrité de son territoire et de ses populations civiles sont aussi les ennemis de la France. Rappelons-le malgré tout, le Hamas est aujourd'hui une des branches des frères musulmans, donc ces islamistes qui ont des ramifications partout, en particulier en Europe, et qui sont d'ailleurs de plus en plus puissants aujourd'hui sur le sol européen. Je rappelle souvent cette anecdote, on a tendance à l'oublier, mais au lendemain des attentats du 7 octobre, l'un des grands patrons et fondateurs du Hamas depuis le Qatar a appelé à frapper les mécréants en Europe en riposte finalement à la réaction israélienne. Marion Maréchal, sur les armes, je me permets juste Non mais c'est très important parce que cela s'est soldé par l'assassinat d'un professeur français sur le sol français par un des soldats évidemment de ce Hamas. Donc non, moi je ne crois pas qu'on puisse demander à un pays, je vous le dis, de renoncer à la défense de l'intégrité de son territoire. Maintenant, non, mais je voulais juste souligner qu'il y a, dans ce cas, une divergence de vues avec ceux avec lesquels vous travaillez au Parlement européen, notamment les Italiens, qui, derrière Giorgia Meloni, ont décidé de ne plus livrer d'armes vers Israël depuis le 7 octobre. Oui, on peut avoir des divergences, vous savez, parfois avec un certain nombre d'alliés, en fonction de nos positions géopolitiques, de nos intérêts nationaux. Avec l'argument qu'il y a un grand nombre de victimes civiles et que les armes italiennes ne devraient pas servir à participer à d'éventuels crimes de guerre. J'entends bien, si vous voulez, mais à un moment donné, comprenons aussi le point de vue israélien. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs donner quitus en toutes circonstances à un État étranger. Moi, ce n'est pas ma position. Je ne suis pas. On m'a demandé à plusieurs reprises, êtes-vous, allez-vous soutenir, quelles que soient les circonstances et sans condition, Israël, quoi qu'il arrive? Non, bien évidemment. Donc l'Italie fait une erreur en arrêtant de livrer des armes à Israël? Non, une fois de plus, l'Italie n'est pas la France n'est pas l'Italie. Et moi, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait quelque chose qui justifie de mettre fin à cette livraison d'armes. Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas demander à un État de renoncer à la défense de la protection de ses populations civiles. C'est une guerre à mort qu'il se joue aujourd'hui. Il faut savoir que les frères musulmans et le Hamas ne sont pas seulement ou plus en tout cas seulement sur la question de la création d'un État palestinien. Ils sont pour la disparition d'Israël. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Moi, une fois de plus, je continue de croire et espérer en la solution en deux États. J'espère qu'il y aura à un moment donné une solution politique qui pourra émerger parce que je ne vois pas d'autres solutions, y compris d'ailleurs pour protéger les Israéliens et leur intégrité. Maintenant, tout ce que je dis, c'est qu'il faut réunir les conditions. Et aujourd'hui, la population... Vous disiez à l'instant que vous ne voulez pas donner quitus au pouvoir israélien. Ce matin, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, à propos justement de Benjamin Netanyahou, dit personne ne peut arrêter Netanyahou dans sa volonté de faire la guerre. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Non, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, les Israéliens frappent de manière aveugle volontairement les populations civiles, contrairement d'ailleurs au Hamas et au Hezbollah, qui, eux, ne s'encombrent pas de ce genre, évidemment, d'état d'âme. Je crois qu'il y a malheureusement dans la guerre des volontés de cibler des profits commanditaires islamistes, et il y a des populations civiles qui en payent le prix. Voilà, on ne va pas y revenir, on en a très largement parlé. Le Hamas lui-même se sert des populations civiles comme bouclier, dissimule les armes, dissimule leurs QG sous les hôpitaux, sous les écoles. Maintenant, une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'Israël soit autorisé à faire n'importe quoi, mais je ne crois pas aujourd'hui que ce soit leur volonté, et je ne mets pas à égalité un État qui défend son intégrité et des organisations terroristes qui sont celles du Hamas et qui sont celles du Hezbollah. Voilà, permettez-moi de ne pas tout à fait les mettre au même niveau. Je vous entends. Une précision, on connaît les liens entre les Libanais et les Français, entre le Liban et la France. Est-ce que la France doit accorder l'asile aux Libanais qui le demanderaient ? Moi, j'ai une lecture du droit d'asile qui est une lecture restrictive. C'est-à-dire que je crois qu'il est irresponsable aujourd'hui, pour les Libanais d'ailleurs comme pour les autres, de vouloir faire du droit d'asile un droit d'accueil inconditionnel en France à toutes les populations qui souffriraient de la guerre, de la maladie, des problématiques climatiques. Parce qu'avec cette lecture qui est d'ailleurs celle qui domine aujourd'hui, ce sont des millions de personnes qui sont potentiellement éligibles à ce droit d'asile. Et on l'a vu d'ailleurs avec la décision... J'y reviens, je finis juste là-dessus. On l'a vu d'ailleurs avec la décision récente qui conduit à ce que l'intégralité des femmes afghanes puissent demander l'asile en France. Je pense que c'est irresponsable. Moi, la lecture que j'ai du droit d'asile, c'est d'abord d'accueillir des personnes qui sont des combattants de la liberté. C'était d'ailleurs la définition initiale, qui était même cette définition constitutionnelle. Donc d'abord et avant tout, des militants politiques qui sont persécutés pour leurs engagements politiques. Donc je ne souhaite pas remettre en cause cette lecture du droit d'asile, et d'ailleurs je ne crois pas que l'intention des Libanais soit de partir de leur pays. Ce à quoi ils aspirent, et j'y reviens, c'est une perspective d'espoir. Si la seule perspective... Non, mais ce qu'ils sont en train de dire, une fois de plus, moi quand j'ai échangé avec un certain nombre d'entre eux, c'est de dire nous sommes entraînés malgré nous dans cette guerre par le Hezbollah qui a fait un mal incommensurable au pays. Maintenant, ce que nous voulons, sous le poids de nos souffrances, de nos morts, de nos douleurs, c'est une perspective d'espoir. Comme disait Neila, et ce qu'ils attendent de la France, y compris pour les chrétiens d'Orient. Ce qu'ils attendent de la France, c'est qu'elle accompagne et qu'elle suscite cette phase transitoire avec Israël pour que la seule perspective ne soit pas seulement la guerre et la destruction, mais qu'il y ait une sortie qui permette un nouvel espoir politique. Oui, mais c'est ça, c'est ce en quoi ils espèrent. Parce qu'une fois de plus, c'est un pays qui est dépossédé de sa souveraineté depuis très longtemps. Et s'ils ont une perspective de reconstruction, d'espoir, de stabilisation politique, ils resteront et ils n'ont pas vocation, une fois de plus, à quitter leur pays. Ce n'est pas leur aspiration. Pour être très clair, puisque vous n'avez pas répondu clairement à la question, c'est plutôt non pour accueillir d'éventuels réfugiés libanais, y compris les chrétiens d'Orient. Le problème, madame, c'est qu'aujourd'hui, nous n'en avons plus les moyens. Nous n'en avons plus les capacités, malgré l'immense affection et amitié que j'ai pour le peuple libanais, et j'y ai moi-même beaucoup de connaissances et beaucoup d'amis. Nous n'en avons plus les capacités et les moyens. Arrêtons de faire des promesses d'accueil que nous ne sommes plus capables de tenir, alors même que nous sommes, on en parlera j'imagine dans cette émission, très largement aujourd'hui dépassés par les événements sur le plan migratoire. On s'approche bientôt de l'anniversaire tragique du 7 octobre, et Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, a donné des instructions très claires au préfet ce jour-là. Il veut renforcer la vigilance lors de potentiels rassemblements, notamment pour signaler des slogans antisémites. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'il faut interdire les manifestations pro-palestiniennes ce jour-là, le 7 octobre ? Alors inutile de vous dire toute l'antipathie évidemment que j'ai pour un certain nombre de ces manifestations et de ces militants qui profitent, si je peux dire, du conflit israélo-palestinien pour laisser se déverser leur haine antisémite et leurs accointances douteuses avec un certain nombre d'islamistes et les frères musulmans. Néanmoins, je ne crois pas que la solution soit dans l'interdiction totale, parce qu'interdire totalement, c'est évidemment leur donner les moyens de pouvoir jouer aux martyrs et finalement alimenter cette haine à l'égard de l'État français. Il est d'ailleurs dans la logique assez classique de la lecture du droit, c'est-à-dire qu'il y a des libertés fondamentales qui doivent être respectées par principe, et on ne peut, circonscrire ces libertés fondamentales que si elles portent atteinte à l'ordre public. Donc vous faites confiance au préfet pour décider si oui ou non si le ministre de l'Intérieur
voilà, public exactement, a des éléments ou des indices du fait des renseignements qui laissent entendre qu'il pourrait y avoir des troubles à l'ordre public, soit des appels à la haine, soit des débordements violents, bon, bah là, il m'apparaîtra légitime, évidemment, qu'elle soit interdite. Mais une fois de plus, ces consignes sont quand même la révélation d'une chose, c'est-à-dire qu'il y a de fait aujourd'hui, ça ne fait d'ailleurs quasiment plus débat, une importation de ce conflit sur le sol français, quoi qu'on en pense, et qui a d'ailleurs été largement voulu et alimenté et instrumentalisé, y compris dans les élections européennes, par ces partis d'extrême gauche que sont par exemple la LFI, qui a abouti d'ailleurs à ce que le président de la République lui-même refuse, on l'a quand même oublié, de participer à la manifestation contre l'antisémitisme, tant il craignait finalement les réactions au sein de la population française. Non, il trouvait que c'était pas sa place et il avait déjà largement exprimé un soutien à Israël. C'est pas la place du président de la République d'être dans une manifestation pacifique contre l'antisémitisme à un moment donné où nos compatriotes juifs sont agressés, vilipendés, insultés, menacés, au point que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais participé à une manifestation. Pour être honnêtement, je ne vois rien qui ait pu justifier ça après le traumatisme qui a suivi les attentats du 7 octobre. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a aujourd'hui une petite crainte électorale, voilà, disons-le comme ça. De fait, il y a aujourd'hui un certain nombre de populations en France qui veulent faire payer aux juifs français ce qui se passe en Israël et qui se considèrent plus proches aujourd'hui des Gazaouis et de la cause palestinienne que de leurs compatriotes juifs français dont ils pourraient partager la nationalité. Voilà. Pardon ? Une crainte électorale d'Emmanuel Macron ? Oui, je pense que tout cela peut être sanctionné dans les urnes. Voilà, on le sait. Et donc, à partir de là, c'est d'ailleurs le grand calcul, me semble-t-il, électoraliste de la LFI, qui y voit une manière de surfer sur un vote communautaire de manière parfaitement immonde et donc souffle sur les braises. Est-ce que vous faites confiance à Bruno Retailleau, par exemple, le nouveau ministre de l'Intérieur ? Est-ce que vous faites confiance à Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, pour lutter contre ce communautarisme, pour rétablir l'ordre ? Il l'a dit 3 fois lors de sa passation avec Gérald Darmanin. Permettez-moi d'être quand même un peu refroidi par l'expérience passée que nous avons eue dans le duo Gérald Darmanin et Monsieur Dupond-Moretti. Voilà, on avait un LR à l'intérieur. Vous voulez dire, le problème, c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Justice ? Non, on avait un LR à l'intérieur, on avait un socialiste à la justice. On avait un LR à l'intérieur, Gérald Darmanin. Il n'a pas été encarté. Gérald Darmanin, oui, enfin, tout le monde connaissait ses engagements à la gauche, voire très à gauche. Le ministre de la Justice qui était quand même applaudi par les prisonniers lorsqu'il visitait des prisons, ça se dit quand même quelque chose. Mais enfin, le bilan quand même de cela, après plusieurs années, c'est qu'on avait un ministre de l'Intérieur qui était censé, par les mots, le verbe, incarner l'ordre, l'autorité, l'intransigeance, et un ministre de la Justice qui, évidemment, lui, pour le coup, était vraiment l'héritier total de ce laxisme judiciaire tel qu'il s'applique depuis des années. Et la conséquence de cela, c'est qu'on n'a jamais eu des taux de criminalité et de délinquance aussi élevés. Voilà. Donc, le problème de Bruno Retailleau, au-delà de ses intentions affichées, on va attendre les actes, voilà, c'est l'heure de vérité pour lui, si je puis dire. Il a accepté de faire partie d'un gouvernement aujourd'hui tenu par le centre, avec un ministre de la Justice de gauche. Est-ce qu'avec... Vous dites qu'il a les mains liées, en fait ? C'est ça ce que vous dites ? Ce que je dis, c'est que pour avoir des résultats sur le plan sécuritaire, il ne s'agit pas seulement de donner des moyens aux policiers, même si c'est évidemment un des préalables. Il faut derrière que la justice fasse son travail. Et s'il n'y a pas une vision commune, une action commune entre l'intérieur et la justice, vous ne pouvez pas espérer avoir de résultats. Mais des moyens, la justice en a eu. Ces dernières années, le budget a été très nettement réévalué. Oui, enfin, 30% en 4 ans sur les 4 derniers budgets de mémoire. Ça n'a pas été encore effectif. C'était des prévisions. Elles sont déjà d'ailleurs en train d'être remises en cause. Et il faut voir d'où on part. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. On part de très très bas. Sur 1 000 € de dépenses publiques, 7 € consacrés à la justice. 7 €. Enfin, oui, bien sûr, on part de très très bas, mais c'est quand même singulièrement amélioré depuis 2-3 ans. Oui, mais très bien, mais sauf que quand je vois aujourd'hui que ces prévisions budgétaires sont d'ores et déjà remises en cause, qu'on a un ministre de la Justice qui, parmi ses premières déclarations, explique ou fait un hommage à Christiane Taubira, à Nicole Belloubet, qui ne sont pas, on peut le dire, des incarnations de l'autorité judiciaire, c'est le moins qu'on puisse dire, de la fermeté plutôt judiciaire, que c'est un homme qui a voté contre les peines planchées en 2006, qui s'est perdu en parlant de laxisme, de sentiment de laxisme. On a eu le sentiment d'insécurité, maintenant on a le sentiment de laxisme. Oui, je crains que Bruno Retailleau n'obtienne pas de résultats parce qu'une fois de plus, il n'y aura pas de vision commune. Et pardonnez-moi de faire un peu de politique politicienne, mais à un moment donné, pour obtenir des résultats, il faut aussi avoir une majorité parlementaire, ce qui n'est pas le cas, on ne va pas y revenir. Et puis, ce gouvernement tient quand même avec le groupe Renaissance, qui est un groupe de centre-gauche.
Voilà, et qui, sur ces questions-là, a plutôt tendance à freiner des cas de fer que d'accompagner véritablement une rupture sur le plan sécuritaire. Ce gouvernement tient aussi, tant que Marine Le Pen ne décide pas de le censurer. On va écouter mardi le discours de politique générale de Michel Barnier. Est-ce que vous souhaitez qu'il ait quand même le temps, malgré vos réserves, de s'installer pour travailler un peu et attendre de voir les premiers résultats, ou il faut une censure au plus vite et vous souhaitez que Marine Le Pen le fasse tomber? Non, mais je crois que l'intention de Marine Le Pen est tout à fait entendable et légitime, était de ne pas rajouter du chaos au chaos. Il n'y avait pas de bonne solution, si ce n'est éviter évidemment le pire, à savoir un gouvernement d'extrême gauche. Mais néanmoins, il n'y a pas de majorité parlementaire et on ne peut pas dissoudre avant, à minima, juin prochain. Donc à partir de là, il fallait bien constituer un simili-gouvernement technique, parce que c'est ce à quoi on assiste. Il y a quand même beaucoup de, de scénarios, de feuilletons, de sérieux mis dans la constitution de ce gouvernement, qui est un gouvernement transitoire et provisoire, voilà, qui ne pourra pas faire grand-chose. Il faut lui laisser le temps ou pas alors? Et non, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à partir de là, vous souhaitez au moins qu'il passe on a pris le budget. gouvernement qui risquait le moins la censure. Ouais. Moi, ce que je crois, c'est que si ce gouvernement veut être à minima utile, parce qu'il ne pourra pas faire de grandes réformes, voilà, ça c'est évident, qu'il s'empare du sujet central, l'un des sujets centraux, qui est la crise démocratique et institutionnelle que nous sommes en train de vivre. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise de la légitimité politique qui menace même le bon fonctionnement de la Ve République. Et donc il faut, oui, en effet, réfléchir à une réforme des modes de scrutin qui permette une meilleure adéquation entre la représentation parlementaire et l'effectivité du nombre de voix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc j'ai envie de dire que... Mais vous pensez vraiment que c'est l'urgence pour les Français qui aujourd'hui nous écoutent je pense que dans la perspective... pouvoir d'achat, immigration... Mais vous ne trouvez pas que... Je pense que oui, je vous le dis, dans la perspective de l'après gouvernement, qui sera la seule manière finalement de pouvoir retrouver une vision, un programme et des réformes possibles, il faut préparer cela et c'est la seule chose sur laquelle ce gouvernement pourrait être à minima légitime et obtenir une majorité. Donc il ne peut pas passer à côté de ça. L'Assemblée n'a jamais été autant émiettée, il doit y avoir 10 ou 11 groupes politiques, on a l'impression quand même qu'à peu près tous les courants sont représentés. Oui, mais mal représentés. Oui, mais la proportionnelle, elle offrirait un émiettement aussi important de l'hémicycle. Il se trouve que la coalition qui a obtenu le plus de voix, à savoir la coalition RN Éric Ciotti, près de 11 millions de voix, n'a pas le nombre de députés qui correspond aujourd'hui à ce nombre de voix. Et à l'inverse, la gauche qui a obtenu moins de voix, à savoir 9 millions, pourtant arrive à avoir un nombre d'élus plus important. Donc oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut que ce gouvernement s'empare de ce mandat décisif pour préparer l'après. Voilà, parce que je vous le dis, je n'attends rien de cette phase transitoire. Alors il y aura, je l'espère malgré tout, quelques tentatives de baisse des dépenses publiques, parce que là, on en parlera très certainement. On va parler du budget. Mais ce que je crains, c'est qu'une fois de plus, dans l'univers socialiste mental dans lequel nous évoluons, on a l'air d'aller davantage vers une augmentation de la fiscalité qu'une baisse des dépenses publiques. Donc, on va parler du budget. Je crains qu'on ne soit déçu. Marion Maréchal, dans quelques instants, vous restez avec nous. À tout de suite dans BFM Politique. Toujours avec Marion Maréchal, députée européenne, vous siégez au groupe des conservateurs et réformistes européens. Invitée donc de BFM Politique en partenariat avec la Tribune Dimanche. J'ai une question téléspectateur pour vous, Marion Maréchal, une question de Louis. La gauche veut destituer Emmanuel Macron. Qu'en pense le Rassemblement national? Alors je précise pour lui que vous n'êtes plus au Rassemblement national. Alors je ne suis pas au Rassemblement national. Mais sur la demande de destitution d'Emmanuel Macron. Alliée au Rassemblement national, mais je ne suis pas au Rassemblement national, donc je ne vais pas me positionner mais sur la demande de destitution, j'ai cru comprendre, et d'ailleurs c'est un souhait que nous partageons dans le camp national en général, c'est qu'évidemment nous souhaiterions que le mandat d'Emmanuel Macron s'achève le plus vite possible. Et donc si nous pouvions imaginer qu'il mette fin à son mandat peut-être davantage et plus probablement par une démission que par une destitution, tant mieux si je puis dire. Mais honnêtement, ça m'apparaît être une illusion procédurale que de vendre cela aux Français. Il y a quand même très peu de chances que ça aboutisse. Puis les conditions de la destitution sont quand même dans un cadre très particulier. Une défaite électorale ou un manque de soutien de la population ne suffit pas à justifier une destitution. J'en profite puisque la question de lui en appelle une autre. Effectivement, vous êtes allié au Rassemblement national, mais plus dans le parti. C'est Hugo qui nous écrit en disant: est-ce que vous envisagez de créer votre parti et quand? Alors permettez-moi juste de faire un petit retour en arrière très rapide. En effet, ça ne vous aura pas échappé, j'ai été tête de liste pour Reconquête. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de confusion et je le comprends. D'ailleurs, tout est allé très vite et parfois très violemment. Nous avons eu un désaccord avec Éric Zemmour au moment des élections législatives, puisque Éric Zemmour souhaitait présenter des candidats, quoi qu'il arrive, face à la coalition RN Ciotti, et je ne souhaitais pas que nous le fassions. Donc j'ai fait le choix de soutenir cette coalition, et à l'issue de ça, j'ai été exclu par Éric Zemmour de Reconquête, moi d'ailleurs, et les 3
3 eurodéputés qui m'accompagnaient sur la liste. Donc aujourd'hui, quelle est ma position? C'est très simple. Je souhaite la victoire du camp national. Voilà, je ne veux travailler qu'à cela dans les années à venir et je souhaite que cette coalition puisse arriver aux affaires avec pour condition de tirer les leçons de l'échec des élections législatives, à savoir qu'aujourd'hui, nous ne rassemblons pas assez de Français, nous n'élargissons pas assez finalement la voix du camp national, et donc pour, je crois, dépasser finalement cette difficulté, eh bien, il faut que nous acceptions de travailler en partenariat avec différentes forces politiques qui ont chacune leur voix, leur autonomie, et qui en complémentarité peuvent permettre de rassembler 50 plus 1 Français. Et c'est donc tout ce à quoi je veux m'atteler avec la ligne politique qui est la mienne, à laquelle évidemment je ne renonce pas, les élus qui m'accompagnent au Parlement français comme au Parlement européen. Et donc, en effet, je travaille. Mais est-ce que ça passe par la je travaille à la meilleure manière de le faire et voilà, vous en saurez plus d'ici quelques jours ou quelques semaines. Mais en tout cas, mon objectif, c'est celui-là. Voilà, mon objectif. Mais oui, je vais conduire une initiative politique. Je réfléchis à la meilleure manière de le faire, mais toujours dans cette volonté-là. Voilà. Moi, une fois de plus, je défends l'union des droits. Je la défendais déjà quand j'étais au Rassemblement national. Je suis allée à Reconquête et j'ai soutenu Éric Zemmour pour faire aboutir cette promesse de l'union des droites et donc de permettre la victoire. Quand cette promesse a été trahie par Reconquête et Éric Zemmour au moment des élections législatives, j'en ai tiré les conséquences, mais je ne perds pas cette idée de vue. Je siège d'ailleurs au Parlement européen des alliés qui ont gagné par l'union des droites, donc je n'abandonnerai pas cette idée. En bonne intelligence avec Jordan Bardella au Rassemblement national, parce qu'on a tous suivi le feuilleton du début d'été où il semble avoir freiné votre éventuel retour quand même au Rassemblement national et auprès de Marine Le Pen. Tout ça, c'est apaisé entre vous deux. Non, mais cette option de retour au Rassemblement national ne s'est pas posée. Expliqué. On est d'accord, lui comme moi, c'est-à-dire que lui considère qu'à juste titre, il faut élargir le champ et donc il faut avoir des partenaires et des alliés qui ne sont pas à l'intérieur du Rassemblement national, qui sont d'accord sur l'essentiel, par exemple les questions migratoires, entre autres choses, mais portent aussi une voix complémentaire sur d'autres sujets. Et moi-même, je n'ai jamais eu l'intention de retourner au Rassemblement national. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pu le faire depuis des années déjà. Je veux dire, après que j'ai quitté la vie politique en 2017, j'ai eu maintes occasions qui auraient pu se présenter de revenir au Rassemblement national. Je ne le souhaite pas, non pas une fois de plus que j'ai des désaccords systématiques avec eux, loin de là, puisque si je veux travailler avec eux, c'est bien que j'ai des accords sur l'essentiel, mais j'ai aussi une certain nombre de singularités sur les questions économiques, sur les questions de société, que je veux pouvoir garder et que je veux pouvoir exprimer à côté du Rassemblement national. Marion Maréchal, j'en viens à ce drame, le meurtre de Philippine, il y a 9 jours dans le bois de Boulogne, près de Paris, par un sans-papier marocain sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Il avait déjà été condamné une première fois, il avait purgé une peine de prison, puis il avait été placé en centre de rétention administrative à l'issue de sa peine, relâché avec une obligation de pointer qu'il n'a pas respectée, inscrit au fichier des personnes recherchées, il a quand même pu commettre son méfait. Qui est responsable ? Qui est coupable ? Lui seul ? L'État ? Les politiques ? La justice ? Lui au premier chef, évidemment, parce que chacun est responsable de ses actes. Il y a indéniablement une faillite de l'État. Voilà, à tous les niveaux, on va y revenir. C'est l'État qui a tué Philippine. C'est pas l'État qui a tué Philippine, mais en tout cas, c'est l'État qui a créé les conditions pour qu'un prédateur dangereux soit importé sur le sol français, reste sur le sol français et soit libéré alors qu'il était identifié comme dangereux et que cela aboutisse par le viol et le meurtre d'une jeune femme de 19 ans, qui n'est pas la seule, je dois le dire, parce que malheureusement, les affaires similaires se ressemblent et s'enchaînent. Voilà, sachez quand même que le jour même ou le lendemain du meurtre de Philippine, il y a un procès qui s'est ouvert pour le viol d'une jeune femme de 16 ans sur son lit d'hôpital par un étranger sous OQTF. Voilà, je pourrais vous en parler longuement, mais avant, permettez-moi de rentrer sur le fond de l'affaire et sur les réponses politiques à y apporter qui seraient nombreuses. Je m'indigne quand même d'une chose. Je vois depuis quelques jours une certaine gauche, des candidats LFI, des anciens candidats LFI, des collaborateurs parlementaires LFI, des militants LFI et autres, qui viennent perturber des minutes de silence, je l'ai vu ça notamment en Isère, pour rendre hommage à la mémoire de cette jeune fille violée et tuée. J'ai vu des affiches en soutien à cette jeune Philippine qui ont été arrachées à Sciences Po notamment et dans certaines universités par ces mêmes profils. J'interroge quand même, qu'est-ce que ces gens ont dans la tête ? Qu'est-ce qu'on a dans la tête pour aller perturber l'hommage à une jeune fille qui a été violée et assassinée ? Je vais vous dire, pour moi, c'est un révélateur profond de ce qu'est aujourd'hui cette extrême gauche. C'est-à-dire que finalement, ces gens ont plus d'empathie et de compassion pour un Marocain sous OQTF violeur
que pour la petite Française Philippine. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Philippine représente tout ce qu'il déteste, en fait. Non, mais ce que dit aussi une partie de la gauche, c'est au fond, c'est un féminicide, c'est une femme qui a été tuée, et l'extrême droite instrumentaliserait. Cite Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui déclarait sur notre plateau, tous les féminicides n'ont pas été commis par des nationalités étrangères en situation irrégulière. Il dit que votre camp, en quelque sorte, est plus prompt à réagir quand il s'agit de sujets étrangers. Sur ce sujet, excusez-moi, j'y reviens, mais de l'atteinte à une minute de silence, je trouve ça tellement choquant. Je pense que Philippine incarne tout ce qu'il déteste. Voilà. Philippine, c'est la petite Française d'origine française, donc déjà, c'est pas très intéressant, voire même c'est condamnable, parce qu'elle porte en elle déjà la culpabilité occidentale. Elle est catholique, quelle horreur! Quelle horreur pour cette extrême gauche. Elle était scout en plus, donc vraiment elle incarne tout ce qu'il déteste. Voilà. Et donc évidemment, il s'autorise des choses absolument innommables. Et ce qui est vrai, c'est que je vois en effet depuis quelques jours une tentative de cette gauche militante de détourner le sujet. Donc on nous explique que finalement cette affaire n'aurait rien à voir avec l'immigration, quand bien même cette personne n'avait rien à faire sur le sol français et aurait dû en être expulsée, mais que tout ça serait finalement les résultats un peu inéluctables d'une ce qu'ils appellent une masculinité toxique, non? De la culture du viol. Culture du viol, continuum de violence finalement entre le dragueur lourd et le violeur qui serait, l'homme serait intrinsèquement il y a aussi un violeur. une partie de la gauche qui dit aujourd'hui que c'est horrible, qu'il y a eu des faillites. Oui, bien sûr, mais là dans toute la logique administrative, mais c'est pour essayer d'avancer un peu et pénale. Et vous, si maintenant on voulait changer les choses, faire que ça ne se reproduise plus, est-ce que si vous étiez au pouvoir, vous légiféreriez? Qu'est-ce que vous feriez de façon la plus urgente? J'avance et vous avez raison, le but c'est pas de stagner, mais néanmoins c'est important de poser un juste diagnostic, parce que si on est convaincu que finalement il y a quelque chose d'inéluctable à ce que l'homme intrinsèquement violeur soit violent et que donc c'est la seule raison, on ne peut pas poser de juste réponse. Moi ce que je dis, c'est qu'il y a dans toutes les sociétés et à toutes les époques, la nôtre comme les autres d'ailleurs, inéluctablement des monstres, voilà, des porcs, des salauds. C'est un fait et on n'y échappera jamais totalement. Et l'État, évidemment, doit faire en sorte de réduire à minima leur nocivité. Mais ce n'est pas une raison, si vous voulez, à partir du moment où on a cela, pour importer de façon supplémentaire et massive d'autres criminels et d'autres prédateurs. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire. À un moment donné, quand même, regardons en face le fait qu'il y a une surreprésentation de la délinquance étrangère dans tous les crimes et délits. Tous, voilà. Et en particulier dans les viols. En particulier dans les viols, c'est pas mes chiffres. Hein. Regardez les chiffres du ministère de l'Intérieur ou ceux de l'INSEE. 13% aujourd'hui des mises en cause pour violences sexuelles sont étrangers, alors qu'ils représentent 7 à 8% de la population. Vous évoquez les viols de rue, Marion Maréchal. Non, ça c'est pas les viols de rue. Si on prend la définition au total, la plupart du temps, les femmes connaissent la personne qui c'est pas les viols s'en est prise à elle. C'est souvent dans le cercle familial. Oui, enfin, à ceci près quand même que je le précise, parce que ça, c'est aussi une explication qui est donnée régulièrement. 74% des violences sexuelles en 2023 se passent hors du cadre familial ou du foyer. Quand même important de le rappeler. Non, mais je veux dire, c'est important de le dire, parce qu'à un moment donné, arrêtez de nous expliquer, pas vous d'ailleurs, mais arrêtez cette gauche de nous expliquer que ça n'a rien à voir avec l'immigration. Donc, concrètement, que faut-il mettre en place? Eh bien, déjà, il y a la question de la réponse pénale dans notre pays. Parce qu'une fois de plus, on a des lois pénales qui sont très dures en France. On a des sanctions potentielles qui sont très lourdes. Le problème, c'est que ces sanctions ne sont pas appliquées. On ne va pas y revenir, on a un manque de moyens dramatique. Alors là, en l'occurrence, il avait purgé 5 ans des 7 ans auxquels il avait été condamné, donc par le système des remises de peine. Donc vous remettriez en cause le système des remises de peine. Mais parlons-en, 5 ans pour un viol ? Ben, c'est pas cher payé. Mais excuse de minorité, il est condamné, il aurait pu être condamné à 20 ans. Il était mineur, donc il a bénéficié de ce qu'on appelle l'excuse de Et la loi de prévoyait 20 ans, y compris lorsque l'on est mineur pour un viol. Donc il aurait pu aller jusqu'à 20 ans, et la justice en a décidé 7, et il en a fait 5. Donc oui, il y a aujourd'hui la question de la politique des remises de peine dans notre pays, et de la légitimité du juge d'application des peines, qui aujourd'hui, de manière systématique, fait en sorte que l'intégralité de la peine ne soit pas appliquée. Je ne parle même pas de la question de la célérité, des peines évidemment. planchées pour éviter ces remises de peine ? Il faut évidemment aller vers la question des peines planchées. Moi, je suis pour également la suppression du juge d'application des peines. Je considère qu'à partir du moment où une sanction a été déterminée par le tribunal, il n'y a pas de raison d'y revenir, que tant que ces personnes sont derrière les barreaux, ils ne menacent pas la société, parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect dissuasif de la prison, il y a aussi l'aspect protection qu'on oublie bien souvent. Donc
Donc il y a la question, évidemment, de la politique pénale, de la complexité du code de procédure pénale, on y revient. Et puis, il y a à côté de ça la question de la politique d'immigration. Parce qu'avant de savoir comment expulser efficacement ces personnes, et c'est évidemment un sujet central, il y a la question de savoir comment on fait en sorte qu'elles ne viennent pas sur le territoire. Or là, nous sommes face à un cas d'une immigration favorisée par des accords d'ailleurs migratoires dérogatoires au droit commun que sont ceux que la France a avec notamment l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, qui sont un héritage, on va dire, post-colonisation, qui font qu'ils ont des facilités de visa, entre autres choses, beaucoup plus importantes. Je crois qu'aujourd'hui, la situation nous enjoint à remettre en cause ces accords. Il faut les dénoncer. Il n'y a plus rien aujourd'hui qui justifie que les Algériens, les Tunisiens ou les Marocains bénéficient de facilités de visa. Parce que, une fois de plus, on parle d'immigration illégale. Mais l'immigration illégale, ça n'est pas d'abord les traversées spectaculaires et évidemment éminemment dangereuses en Méditerranée. C'est d'abord une immigration légale qui arrive légalement par des titres de séjour ou des visas sur le territoire français et qui se maintient illégalement. Dans Donc son il cas faut précis, assécher cette immigration clandestine par la baisse des visas. Territoire français, ça fait en tout cas un moment que la France demandait au Maroc de délivrer un laissez-passer consulaire, le document nécessaire pour qu'il puisse retourner au Maroc. Et le Maroc a un peu traîné et ça a été assez compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer Alors déjà, il y a deux sujets. Laissez-passer et deux, faire en sorte que le taux d'exécution des OQTF, aujourd'hui 7% seulement, augmente. D'ailleurs, il y a deux sujets. Vous savez qu'à partir de 2003, on a très largement réduit ce qu'on appelle la double peine. Savoir qu'avant, le juge pouvait, dans le cadre d'une décision de justice face à un crime, de manière complémentaire, faire en sorte que la personne soit interdite du territoire français. Donc c'était une décision qui était immédiate et qui n'était pas optionnelle. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est face à un système où le préfet peut ou pas, d'ailleurs, décider d'appliquer une OQTF à un criminel. Ça devrait être systématique et automatique. Déjà, c'est la première chose. Ça devrait être ensuite, évidemment, contraint, puisqu'on enjoint ces personnes à quitter le territoire français. C'est ce que vous conseillez à Bruno Retailleau, qui réunit les préfets mardi pour des instructions. Eh ben, ça pourrait évidemment être une des pistes, au moins législatives, à envisager. Même si on arrive à en appliquer que 7% aujourd'hui, on peut toujours en demander plus. Mais si on arrive à les mettre en place... J'y viens, c'est pour ça que j'allais y venir. Je ne crois pas que la principale réponse aujourd'hui soit législative. Elle est d'abord, et vous l'avez relevé, dans le fonctionnement procédural. C'est-à-dire que, déjà, d'une part, il faut se donner plus de facilité pour pouvoir garder les personnes en centre de rétention. Et là, il y a deux leviers. Évidemment, allonger la durée légale de détention qui peut aller jusqu'à 18 mois dans certains cas. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Italie, alors qu'aujourd'hui, le droit européen permet jusqu'à 18 mois. On ne s'autorise à le faire que jusqu'à 90 jours. Donc, ça nous donnerait déjà plus de latitude pour récupérer ces laissez-passer consulaires. Et puis, il y a le nombre de places disponibles. Je le rappelle, on a 1800 places en centre de rétention, alors qu'on a, selon le Gérald Darmanin, entre 700 000 et 800 000 clandestins sur le sol français. Donc on a besoin d'augmenter massivement ces places. Il faut créer des centres de rétention. Le gouvernement s'y était engagé, le précédent, jusqu'à 3 000. On en ça a veut rien dire vu. des moyens absolument considérables. 18 mois en centre de rétention, multiplier les centres de rétention, les très places bien, madame, de prison. mais où mettons c'est toujours des moyens, bien évidemment, mais tout dépend d'où on les sort. Où on met la priorité. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, la sécurité des Français n'a pas de prix. Et je crois que le gouvernement devrait se concentrer là-dessus. Sanctuariser, par exemple, la construction de nouvelles places de prison, de centres de rétention administrative, ça doit être la priorité du budget à venir, alors qu'il faut trouver 100 milliards d'économies d'ici 2027. Ça m'apparaît. C'est quand même le pacte social. Le pacte social, c'est quand même que le citoyen renonce à, la légitime défense. D'assurer sa propre défense parce qu'il remet à l'État le monopole de la violence légitime. Si l'État aujourd'hui n'assure plus la sécurité élémentaire des citoyens, le pacte social est rompu. Et dans ce cas-là, ne nous étonnons pas demain de voir des citoyens des hausses d'impôts à vos yeux. Est-ce qu'il peut y avoir une logique si on a besoin de déployer des moyens à, comme le souhaite Michel Barnier, augmenter les impôts? Je crois qu'il y a aujourd'hui des choix plus courageux à faire que les hausses d'impôts. Nous vivons, je l'ai dit tout à l'heure, dans un environnement de socialisme mental. Ça veut dire que dès que nous nous réveillons sur la situation dramatique économique de la France, la première chose qu'on fait, c'est regardez, il y en a encore un qui bouge. Donc Michel Barnier est un socialiste mental. Mais tous. Oui, c'est terrible, mais tous. C'est-à-dire que depuis 40 ans, gouvernement de gauche comme de droite compris... 50 ans qu'il est en vie politique, il était plutôt classé dans le parti gaulliste. Mais très bien, mais moi, je m'en tiens au bilan. Ce que je note, c'est que depuis 40 ans, gouvernement de gauche comme gouvernement de droite, présidence de gauche comme présidence de droite, la trajectoire a toujours été la même.
C'est-à-dire une augmentation des dépenses publiques, une augmentation des fonctionnaires, une augmentation de la dette et une augmentation des dépenses sociales. Voilà, il n'y a pas eu de rupture. Oui, mais là, depuis le début Vraiment de à la l'émission, marge. vous nous avez plutôt égrené des nouvelles dépenses que des réductions. J'y viens. Une fois de plus, c'est une question de priorité. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 euros est consacré à la justice, 25 euros à la sécurité générale, 575 euros à la dépense sociale. Plus de la moitié des dépenses publiques dans notre pays sont consacrées à de la dépense sociale. Nous sommes les champions du monde de la dette, mais aussi de la dépense sociale. C'est près de 800 milliards d'euros par an. Donc, à un moment donné, avant, une fois de plus, de se précipiter vers ceux qui pourraient encore gagner un petit peu d'argent dans ce pays pour leur enlever ce qu'ils ont, alors que nous sommes déjà les champions du monde des impôts. Commençons déjà par regarder où nous pouvons baisser les dépenses publiques. Alors, je sais, ça demande un peu de courage politique, ça demande de s'attaquer à des rentes, à des privilèges. Mais surtout, rien n'empêche de faire les deux, Marion Maréchal, de réduire d'un côté les dépenses et d'augmenter de l'autre les recettes. La première chose, on n'a pas commencé déjà par s'attaquer à la baisse des dépenses publiques. C'est-à-dire que oui, Qu'est-ce qu'on fait ? On réduit le nombre de fonctionnaires, par exemple ? Il va falloir réduire le nombre de fonctionnaires. Oui, il va falloir revoir le statut de la fonction publique et notamment le plus gros des régimes spéciaux, qui est celui du régime de la fonction publique, qui aujourd'hui bénéficie d'un certain nombre d'avantages, alors qu'on aurait été très content de conserver en des périodes économiques fastes, mais aujourd'hui dont on n'a plus le luxe. Je pense notamment sur le calcul des pensions qui est fait sur les 6 derniers mois contre 25 dernières années dans le privé. Il faut réduire le périmètre de la fonction publique, y compris de la fonction publique territoriale. Tous les métiers exercés dans la fonction publique territoriale n'ont pas vocation à avoir ce statut, on va dire, privilégié. Ça veut dire moins de services publics. Ça veut dire encore moins de services publics. On sait que les Français sont plutôt attachés aux services publics. Mais il ne s'agit pas, excusez-moi, mais aujourd'hui, on est, en comptabilisant les contractuels, à 5,7 millions d'agents publics. C'est-à-dire, quand on compare aujourd'hui avec les autres pays européens qui n'ont pas des services publics nécessairement moins défaillants que nous, on se rend compte que ce n'est pas tellement le nombre qui fait nécessairement la qualité. On voit bien qu'on dépense de plus en plus et que les services publics sont tous en train de s'effondrer les uns après les autres. Et si on suit cette logique, il serait donc complètement illogique de faire sauter la réforme des retraites. Mais moi, ce que Comme le souhaite Marine Le Pen, abroger la réforme des retraites aujourd'hui par rapport à tout ce que vous dites. Mais Marine Le Pen, elle propose une réforme des retraites alternative. Vous aura pas échappé que j'ai pas tout à fait la même position que Marine Le Pen sur ce sujet des retraites. Mais voilà, autant j'étais d'accord pour dire que la réforme d'Emmanuel Macron était malmenée, autant moi je vais vous dire, j'ai une position même encore un peu à côté. Je considère qu'il faut commencer à ouvrir sur la retraite par capitalisation. Et je pense qu'on est passé encore l'âge à 65 ans. Non, je ne crois pas que repousser encore l'âge soit une nécessité. En revanche, s'attaquer, comme je vous l'ai dit, à un alignement des régimes publics-privés, ça, oui, m'apparaît une absolue nécessité. La question, évidemment, de la dépense sociale et de l'assistanat dans notre pays doit être posée, mais même au-delà de ça, on parlait de privilèges tout à l'heure, je devais vous donner un exemple, mais sur le système du chômage, on a aujourd'hui des régimes qui existent comme le régime des intermittents du spectacle, qui représentent une part infime de la population et qui coûtent près d'1 milliard d'euros par an. Voilà. Je ne vous parle pas de la suradministration, évidemment, dans notre pays, qui est absolument dantesque. On a des exemples vous dites, nombreux. voilà les pistes d'économie. Voilà, auxquels les politiques ne veulent pas s'attaquer, parce que, évidemment, c'est mettre des gens dans la rue, c'est se rendre impopulaire, c'est avoir les syndicats, derrière eux, alors même que les syndicats, précisément, là encore, ne devraient plus bénéficier de subventions publiques. Il nous reste assez ils bénéficient de subventions publiques. Et il faut qu'on aborde un dernier sujet. C'est-à-dire que demain s'ouvre un procès pour Marine Le Pen et pour le Rassemblement national, le procès des assistants parlementaires européens qui sont soupçonnés par la justice d'avoir travaillé pour le parti et non pas pour ce qu'ils auraient dû faire à Bruxelles. Ce sont des contrats fictifs qui sont en cause pendant plus de 10 ans. Il y a 25 prévenus. C'est tout l'état-major du Rassemblement national qui risque des peines d'inéligibilité de 10 ans. Est-ce que le destin de Marine Le Pen est pour vous suspendu à ce procès ? Écoutez, moi j'ai suivi en effet cette affaire de loin, parce que j'en suis pas partie prenante. J'entends les arguments légitimes du Rassemblement national, puisqu'on a d'un côté une institution qui tend à dire aux élus la manière dont ils doivent faire travailler leurs collaborateurs. Il y a donc des arguments qui vont se confronter, qui vont être très largement de l'ordre de la vision politique. Moi, je crois que j'espère évidemment que Marine Le Pen ne sera pas condamnée et qu'elle sera encore moins inéligible. Enfin, je veux dire, ce serait un drame et un scandale démocratique absolu. Je ne l'exclus pas totalement, parce que malheureusement, quand je vois aujourd'hui les prises à partie politiques de nos juges, quand je vois ce qu'ils s'autorisent à dire et à faire, d'ailleurs suite à l'affaire Philippines, quand je vois que 33% des votes aux élections professionnelles s'orientent vers le syndicat de la magistrature, qui par la même occasion se rend à la fête de l'humanité ou fait un mur des cons avec des pères de victimes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être en effet quelques instrumentalisations politiques dans ce procès. Quel message avez-vous envie d'adresser à Marine Le Pen,
qui demain va probablement vivre une de ses épreuves les plus compliquées depuis le début de sa carrière. Je ne peux que lui souhaiter du courage et de la pugnacité, mais ça, elle en manque pas, donc je m'inquiète pas pour elle. Et vous avez dit, considérant que la justice est politisée, à vos yeux, il n'est pas impossible qu'elle ne puisse pas se présenter en fait à l'élection présidentielle. Non, mais je dis que malheureusement, je dis ce serait un scandale. J'ai bien compris que c'était malheureusement. Je crains qu'on ne puisse pas totalement l'exclure. Il adviendrait quoi du Rassemblement national ? Excusez-moi, mais souvenez-vous quand même de cette affaire Fillon. Je veux dire, la manière dont ça a été conduit. Non, mais je ne la refais pas. Mais je veux dire, à partir du moment où on a cet exemple-là, on se dit que tout est possible. Voilà, tout est possible. Un criminel met 4 ans ou 5 ans à être jugé, et l'affaire Fillon a été jugée en quelques mois à peine pour pouvoir l'empêcher de se présenter à l'élection. Marine Le Pen, vous, la présidentielle, vous y pensez ? Vous n'y avez jamais pensé ? Non, mais cette hypothèse, pour moi, est inenvisageable. Voilà, vraiment, je ne peux pas l'envisager. Ce serait tellement scandaleux qu'il n'en est pas question. Jean-Marie Le Pen sera absent demain au procès pour des raisons de santé. Comment va-t-il ? Écoutez, il se porte plutôt bien. Moi, je suis allée le voir récemment. Bon, il a 96 ans, mais il continue de suivre la vie politique avec intérêt. Voilà, et ce sera le mot de la fin, Marion Maréchal, parce qu'on est arrivé au terme de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de BFM Politique. Merci Amandine, merci Bruno, et merci à toute la régie grâce à qui cette émission est réalisée. Tout de suite, affaire suivante sur BFM TV.